Merci d'être venu, malgré le vent, la tempête, voilà, pour Anne. Alors, je crois que vous avez tous lu Et le Résistant et Sud-Ouest, donc je vais essayer de vous la présenter, mais vous connaissez déjà. Donc, Anne, tu es libournaise. Après avoir suivi tes études à Sainte-Foy-la-Grande, tu intègres pendant 5 ans l'école des Beaux-Arts à Bordeaux. Il y en a d'ailleurs qui savent que tu as fait l'école des Beaux-Arts déjà. Et pendant 3 ans, tu as été l'élève de Christian Boltanski. Pour ceux... Boltanski, je sais jamais. Enfin, tu sais de qui je parle, c'est vrai. Bon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste français, bien sûr, mais surtout un des 10 plus grands artistes mondiaux. Et ces 3 années de travail avec lui t'ont beaucoup marqué. C'est fondateur, dis-tu. Tu vas vivre à Londres, puis à Paris, où tu fondes avec des amis un journal, Technique des Arts, dont tu es la directrice en chef. Tu te maries, tu as 2 enfants, et tu vas habiter à Toulouse, et tu te remets à peindre. Tu peins donc, mais tu as toujours un crayon dans ta poche et tu écris. Toute petite déjà, tu avais ce désir d'écriture. Aussi, ce soir, tu viens nous parler d'Ascendance, ton premier livre, que vous voyez là. Il y en a déjà qui l'ont lu. Tu as mis un certain temps pour l'écrire. Il est édité en Suisse. Et dans sa préface, Fred Forrest indique sur le fait que tu écris comme on peint. À côté de toi, il y a une dame qui s'appelle Christine, qui est lectrice, et qui est ta sage-femme. Il paraît qu'elle n'est pas sage. Elle est ethnologue, mythologue. Vous voyez bien ce que ça veut dire, hein, tout ça, voilà. Et elle te posera des questions, tu verras, ça sera très bien. Voilà. Comment as-tu conçu ce livre ? Bon, tout d'abord, je vous remercie d'être venu, parce que je ne suis pas Amélie Nothomb, donc vous êtes quand même là, donc ça fait plaisir, merci. Ensuite, c'est une histoire, je dirais une histoire vraie. Il y a de longues années, je rêvais de partir en voyage sous les cocotiers pendant l'hiver. Aujourd'hui, maintenant, c'est assez commun de dire qu'on va au soleil l'hiver, mais à cette époque-là, non, ça ne l'était pas. Et un ami me dit, on part en Guadeloupe, j'ai de la famille là-bas, tu veux venir? Moi, je veux commencer à travailler à la Technique des Arts. Donc, je gagnais un peu d'argent, donc j'ai dit, d'accord, je viens. Donc, on est parti. Et quand on est arrivé à Pointe-à-Pitre, on est passé devant l'hôpital Jean Prince, qui est un hôpital qui compte pour moi parce que c'est là que mon cousin a perdu la vie. Et donc, ça m'est venu tout d'un coup. J'ai repensé beaucoup à lui en arrivant sur cette terre, sur cette île. Et il se trouve qu'il est mort sur une plage. Et donc, chaque fois que j'allais me baigner sur une plage, on a fait, je crois, toutes les anses de la Guadeloupe, je me disais, c'est peut-être là, parce que ça reste un mystère. Et j'étais pourtant pas du tout malheureuse, hein. Je voyageais, mais je pensais à lui. Et c'est à ce moment-là qu'est venue l'idée du livre, de cette recherche de mon cousin, que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi aussi? Parce qu'il a beaucoup vécu avec nous, il avait 9 mois de plus que moi, et il était à Mussidan, et puis il a même vécu à Sainte-Foy-la-Grande chez mes parents. Donc et on a été élevés un peu comme des frères. Voilà, donc ce livre, je l'ai écrit de longues années après, en me disant quelle est cette part qui reste un mystère et qui pourtant fait partie de sa vie. En même temps, je suis peintre, donc je ne pouvais pas faire autrement que d'intituler mes chapitres tableaux, parce que je ne peux pas ne pas parler de peinture, je ne peux pas ne pas parler de couleurs, je ne peux pas parler d'images, de composition, de sensations, etc. Il y a 25 tableaux également dans ce livre, c'est pas un hasard. En fait, quand je l'ai écrit, je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre, mais la seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'il y aurait 25 tableaux parce que Philippe nous a quittés, il avait 25 ans. Voilà, alors le livre ne parle pas du tout de choses tristes, mais plutôt d'une quête, essayer de retrouver des moments, une vérité, au travers d'un circuit qui va donc de Bordeaux
où j'étais aux Beaux-Arts, à Mussidan, où mes grands-parents vivaient, à Sainte-Foy-la-Grande, où j'ai vécu, à Osgore, où Philippe surfait. Et voilà. Et à Paris un peu. Et à Paris. Donc, en même temps, quand on écrit un livre, on se dit comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais dire j'ai fait ça, j'ai pensé ça quelle personne va parler en fait? Et j'ai commencé par tu, parce que je me cachais un petit peu. Et puis après, j'ai parlé d'elle, la petite nièce, c'est moi. Et à la fin, tout à la fin, j'ai commencé et j'ai fini par je. Voilà, donc je l'ai construit un peu comme un escalier à colimaçon qui va autour d'un vide, en fait, et qui amène un peu plus haut, en passant aussi par des moments où ça descend, ça remonte. Voilà. Il y a deux personnages essentiels, la narratrice, la petite nièce, comme tu dis, Oui. et puis il y a le personnage aussi essentiel que tu appelles comment? Alors, je l'appelle la Landaise parce que voilà. c'est ma tante, donc c'est la maman de Philippe, qui est une personne qui a énormément compté dans ma vie, que j'ai aimée comme on aime une maman, et qui avait un restaurant à Paris qui s'appelait Une Landaise à Paris. Voilà. Donc, moi, je ne l'appelais pas la Landaise, on l'appelait Nanou, n'est-ce pas Gilbert? Mais je ne voulais pas l'appeler Nanou. Je l'ai appelée la Landaise parce que voilà, c'était mieux pour moi que d'aller dans trop l'intime et de l'appeler comme je l'appelais. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce titre, À descendance? Alors ça, c'est une question piège. Je vais faire juste une comparaison. Quand on attend un enfant, on a 9 mois pour trouver un prénom. Et on cherche un prénom qui va, un, nous plaire, deux, peut-être bien correspondre au nom de famille qui va derrière. Enfin bref, il y a tout un tas d'éléments. Et quand on dit un prénom, je vais dire Geneviève, tout de suite je vois Geneviève. Et je sais... Tu vois pas la Landaise, hein? Non, je parle de Geneviève Kerr. Je vois tout le personnage, je vois pas seulement une image, je vois tout ce qu'il y a derrière. Dans la mesure où je la connais un petit peu. Et en fait, le titre d'un livre, ça doit être pareil. On doit pouvoir, avec juste le mot, tout de suite savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais la descendance, c'est un peu compliqué. Et l'avantage, c'est que c'est un mot qui n'existe pas. Donc à la limite, quand on dira la descendance, on comprendra bien que c'est celui-là et pas le voisin. Il n'y aura pas de confusion. Le descendant, un descendant, c'est quelqu'un qui vient d'eux. Et la descendance, on pourrait dire que c'est comment accéder à soi. C'est plus ça que le privatif. C'est plus une ascension. Avec des montées et des descentes, si on réfléchit bien dans la vie, pour pouvoir monter, il faut toujours descendre. L'humilité, par exemple, c'est quelque chose qui nous permet de nous grandir. Et voilà. Donc la descendance, pour moi, c'était plus ce chemin qui va vers le bas pour aller vers le haut. Voilà. Tu as une relation au temps assez extraordinaire, je trouve. Peut-être que tu poseras des questions à ce moment-là. Je veux simplement citer ta relation avec le temps. Tu gravis le temps, tu inventes, tu inverses le temps. Il y a l'échelle du temps, il y a le temps est découpé, ou la douceur du temps. Le temps est ta matière première. Tu as même peint un triptyque sur... acrylique, un triptyque acrylique sur toile où tu meules le temps. Comment tu fais pour meuler le temps? Quelle est l'importance du temps pour toi? Comment tu le déclines? Je ne vais pas parler de mes tableaux, je meule le temps. Non, ben si, je peux, c'est une anecdote qui est marrante, donc je vais vous la raconter. Je suis allée voir la belle exposition de Monet à Paris. Je ne sais plus, il y a 5-6 ans,
au Grand ou au Petit Palais. Petit Palais peut-être. Palais. Et donc j'ai vu les meules de Monet. Il y en avait une vingtaine. Et je me suis mis assez loin pour regarder. D'abord, quand je vais voir une exposition, je la parcours au pas de course, dans un sens, puis après je la parcours dans l'autre sens, plus lentement, en regardant les gens qui regardent, parce que je trouve que c'est intéressant. Et la deuxième passage, je vais lentement, et je vais là où j'ai envie de m'arrêter. Et je me suis arrêtée à ce moment-là devant les meules, et puis j'ai réalisé que devant ce travail, cette répétition de la meule à différentes heures du jour ou à différents jours, différentes saisons, il faisait un travail qui aujourd'hui a été sans doute la première pierre à l'édifice de ce qu'on appelle l'art contemporain. Si on regarde les œuvres du groupe Support Surface, par exemple, de Viala, Viala qui peignait avec des taches sur la toile, répétées à l'infini, où on peut dire ce qu'on veut, c'est mal peint, ça ressemble à rien, etc. Mais quand on regarde les meules de Monet et qu'on s'en éloigne, c'est ça qu'on voit. Le temps, c'est très difficile de parler de ça. Je me suis rendu compte que dans mon livre, j'ai utilisé le présent, parce que c'est pour moi le temps de l'action, c'est le temps de la vie. Que quand on regarde derrière, et si on marche, on peut tomber. Donc le temps, c'est pour moi très très lié à l'action. En fait, c'est la vraie question de la vie. Si Christine a une question, ça m'arrangera. Non, c'est pas une question que je vais te poser maintenant, Anne. Ce que je vais dire, c'est, bon, bien sûr, j'ai lu ton livre, plus que lu et relu. Ce qui m'a tout de suite aspiré, c'est justement ce que j'appellerais pas le temps, mais l'espace-temps. Ça m'intéressait d'autant plus que je travaille sur l'espace-temps dans la vision qu'en ont les astrophysiciens et les physiciens en physique quantique, en rapport avec l'espace-temps du mythe. Et ton livre, franchement, j'avais devant moi comme un tissu qui se pliait, qui se dépliait, et qui est exactement un peu comme les modélisations qu'on fait actuellement, justement entre la modélisation de l'espace-temps, comme les astrophysiciens et les physiques quantiques essaient de le tracer, de le représenter. Donc là, je me suis retrouvée vraiment dans cet espace-temps. J'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Ça a été ma première réaction lecteur. Voilà. Donc c'était cette notion, puisqu'on t'a posé la question sur le temps, j'ai devant moi un livre qui représente, on cherche toujours à représenter, qui représente cet espace-temps, puisque le temps n'existe pas. En fait, c'est assez lié à la création. L'art ne représente pas le visible, mais il le rend visible. C'est Paul Klee qui a écrit ça. Et l'art, bon, c'est la peinture, mais c'est la musique, c'est la danse, et c'est aussi l'écriture. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui échappent au créateur. Il se met devant son sujet et il tourne autour. Il essaye de l'attraper. Et vous savez bien que le temps, ça ne s'attrape pas. Et pourtant, il est essentiellement question de ça, effectivement, dans mon livre, mais je dois vous dire très, très humblement que ça m'échappe. Et je crois que c'est mieux de répondre comme ça que d'essayer de traduire de façon scientifique qu'est-ce que le temps, même pour moi. Ce sont des choses qui passent, qui ne se reproduisent pas, et pourtant l'artiste est là pour essayer de lui donner toujours une seconde vie. C'est une question que je me pose tous les jours. Pourquoi ? Voilà.
Peut-être que quelqu'un ici a une réponse, ça m'arrangerait bien. Mais pour moi, le temps, c'est un peu comme la terre du sculpteur, c'est-à-dire que je travaille dedans. Mais tant que je ne travaille pas dedans, je ne sais pas ce que c'est. Ça va devenir. Et c'est à partir du moment qu'on fait que ça prend forme. Mais avant, c'est très abstrait. Le temps, c'est quelque chose de très abstrait. Je lui ai dit à un moment, je ne sais plus comment je l'ai dit, mais j'ai dit que c'était un mollusque mou. Et j'ai dit aussi que c'était une impression qui passe. Le temps, c'est une impression. C'est quand on essaye de penser à un moment qu'on a vécu, c'est tout de suite une sensation qui nous revient, c'est tout de suite une impression ou de bonheur ou de malheur ou rattaché à des sensations. Et le temps, on peut peut-être, il y a plusieurs échelles du temps. On peut lui donner une couleur, on peut lui donner une odeur, on peut lui donner une musique. On peut être ami avec le temps, mais parfois on peut être ennemi parce qu'on se dit oh là là, combien de temps ça va durer cette conférence, il va falloir rester jusqu'au bout. Ou alors oh mince, c'est trop court, pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps? Voilà, c'est ça le temps. Ton livre n'est pas qu'une histoire, c'est aussi une peinture, un scénario de film, ça pourrait être un scénario de film. Tous les sons sont présents, les odeurs, les sensations, tu dis à un moment, le vent prend ses cheveux comme un voleur de fruits. Moi, j'ai jamais pu penser ça, qu'on pouvait dans les cheveux voler des fruits, voilà, et les couleurs. Donc, ce qui me fait dire que quand tu écris, tu pars aussi à la fois. Est-ce que tu vois la peinture quand tu écris? Je sais pas. Tu sais. Je vais vous lire un passage, ça va répondre. Le repos est difficile à atteindre, il n'est qu'un port désert sous les ondes en fuite. L'hôtel, sa chambre, son lit ne lui apporteront qu'un repos provisoire. L'air se vide avec lenteur jusqu'au silence aspiré par la gouttière, le bruit de l'eau. La mer et ses langueurs céruléennes achèvent tous les corps, même les plus rebelles et même les plus vifs. Le sien abat ses chairs sur la terre posée au rendez-vous des vagues, avalant tout liquide dans la seconde, immortel. Il se tient à cet endroit du temps, dans l'interstice délicat des raies de la lumière, ne souffrant plus, mais gisant sur l'onde froissée de ses draps, épuisé. Les remous naissent au profil des bleus, agitant les bateaux d'un élan répété, tandis qu'un mélange subtil annonce l'instant du jour. Balisier et Cordéline n'en finissent pas de poindre à la tombée des heures, et l'azur se colore d'une longue robe délicieusement rose, parsemée de lys blancs et de perles nacrées. Sous l'effleurement des sables, toute peau parvient à l'amour, le temps s'est arrêté. À cet endroit final, le pinceau termine le tableau. Il reprendra demain son fragile voyage, après la coulée douce d'une ombre sur la terre. C'est le trajet d'un pinceau sur une toile, avec des mots. Quand j'étais toute petite, j'étais en grande année de maternelle et on devait être, je sais pas, 25 mettons dans la classe et tous les jours il y en a un qui avait le droit de ne pas suivre les cours mais de se mettre au fond de la classe avec les pinceaux, les couleurs, les odeurs, parce que moi c'était l'odeur du caramdage que j'aimais bien. Et quand arrivait mon tour, j'étais toute seule face au mur avec mon papier et je dessinais, j'ai encore les peintures à la maison. Et j'avais envie de devenir peintre. Et puis après, donc ça c'était en grande année maternelle, donc j'avais, je sais pas, 5 ans. Et au mois de juillet, à la fin de l'année, je suis allée passer mes vacances chez ma grand-mère, qui avait été directrice d'école à Mussidan. Et elle s'était mise en tête de m'apprendre à lire. Donc tous les matins, alors il y avait Philippe, mon cousin, Nathalie, ma cousine, Jean, mon frère. Elle faisait une petite classe et tous les matins, allez, pei, pi, pea, pa, tei, ti, et voilà. Et on apprenait à lire et à compter. Et je suis arrivée en septembre à l'école de Sainte-Foy-la-Grande et ma grand-mère m'a amenée très fièrement en disant « Cet enfant ne peut pas aller au CP, elle va s'ennuyer, elle sait lire ». Alors on m'a fait lire le journal et ça devait être une page sur De Gaulle, je crois bien, parce que c'est ce que j'ai lu pour la première fois. Et voilà. Et là, je me suis dit, c'est marrant le journal, mais j'ai envie d'écrire.
Donc ça fait il y a très très longtemps que je vais de la peinture à l'écriture pour essayer de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et voilà, après c'est très difficile d'expliquer pourquoi on est artiste. Moi je suis née comme ça, donc il y en a qui aiment faire des maths, moi j'aimais pas du tout. Mais j'aimais beaucoup peindre. Alors après, plus tard, j'ai eu envie de faire des films parce que papa s'était acheté une caméra Super 8 et je lui avais emprunté et j'avais fait un film, toujours avec Philippe, Nathalie, mon frère. Et je les avais emmerdés parce que je voulais à tout prix être metteur en scène. Donc j'ai fait ce petit film qui était un film muet. J'avais pris une plume avec de l'encre violette pour écrire tout ce qu'il fallait dire quand même. Et je filmais la page. Et voilà. Et puis un jour, je lis Marguerite Duras. Mais ça, c'était plus tard. Et là, je vois India Song. Et là, je dis, ben voilà, c'est ça. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien écrire, peindre et faire des films. Alors quand j'ai écrit ce livre, c'est vrai que je l'ai vu aussi un petit peu comme un scénario et que dans ma tête, je suis toujours dans l'idée de jour le réaliser. J'ai déjà le caméraman qui est là. Je vous présente Thierry, avec qui je travaille et qui va m'aider peut-être à réaliser ce film. Et le fait d'avoir conçu ton livre comme un livre, une peinture et un film, ça t'a étonné à la fin ou tu t'en es rendu compte en le faisant ou ça t'a étonné? Non, mais je l'ai voulu parce que j'ai aussi beaucoup parlé de musique. Il y a même pas mal de phrases que j'ai écrites en les lisant à haute voix pour être sûre que ça faisait une musique. Oui. Parce que la musique, c'est très important pour moi. Et dans un film, très souvent, c'est porté par une musique. C'est très important. Du reste, on pourrait penser un petit peu à Michel Legrand ce soir, par exemple. Mais je vais penser à des films très connus comme, je sais pas moi, le Docteur Zhivago. Bah, tout de suite, on a la musique dans la tête, c'était porté par ça. India Song aussi, voilà. Donc oui, je sais plus, j'avais marqué qu'il fallait que je relise la page 53. La traversée de la ligne des cabanes ouvre sur un ciel bavard. Les nuages dansent, flottent, moussent avant de plonger dans l'eau. L'église suspendue au mont hissé plus haut tape 5 coups. Les sons successifs émiettent l'air. Plus bas, les clapotis frappés en cadence régulière changent le tempo, déliant les membres, décomposant le corps pour le recomposer. La partition qui se joue sur le rivage est une valse lente à 3 temps binaires. Le chant du sable sous la caresse de l'eau, le bruit des pas nus sur la rive mouillée, le cœur des lambis où l'on entend la mer. Ces choses de l'oreille manqueraient si elles n'étaient pas là. Oui, on a parlé de peinture, écriture. Mais ton texte, c'est aussi un long poème. Tout à fait. La création littéraire, tu te rapproches très souvent de ce qu'on appelle la poésie. Pas oublier que poésie, ça veut dire création. Est-ce que tu peux nous dire justement, tu parlais de l'attention, le soin à faire sonner les mots comme une musique. Bon, tu as aussi eu conscience que tu faisais de la poésie, je pense. Parce qu'elle cerveau. C'est difficile de répondre à ça, mais c'est vrai que quand j'écris, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas seulement le sens de ce que je vais dire, mais c'est ce que ça va apporter de plus à l'histoire. Dans les sonorités, oui, c'est sûr. Et la poésie, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui a à voir beaucoup avec l'intime, en fait.
et avec une vision aussi de l'esthétique. Donc quand on est peintre, l'esthétique ça compte beaucoup, même si aujourd'hui on a l'impression de voir des peintures qui ne sont pas forcément dites belles. Mais bon, on ne va pas parler de ça, mais l'esthétique c'est important. Et dans la poésie, il y a de ça, c'est sûr. J'ai amené une petite phrase de Michaud parce que j'aime beaucoup Michaud. Et il a écrit « La poésie est un cadeau de la nature, une grâce, pas un travail. La seule ambition de faire un poème suffit à le tuer. J'écris pour me parcourir. » Voilà, c'est pas moi qui écris ça, mais j'aurais bien aimé. En fait, ça veut dire à peu près ce que j'avais envie de dire, donc c'est pour ça que j'ai amené la phrase. Et en plus, Michaud, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment travaillé aussi sur le hasard, le temps, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce qui arrive quand on n'y pense pas. Et en fait, c'est s'approprier après, c'est le regard qu'on porte sur la chose, c'est revenir dessus, ça c'est une chose. Mais le premier jet, je dois vous dire que c'est parce que c'est la vérité. Moi, quand j'écris, par exemple, je vais écrire une phrase parce qu'elle est dans ma tête, et puis le lendemain, je la lis et je me dis pourquoi j'ai écrit ça. C'est moi qui écris ça, mais pourquoi? Et j'ai pas la réponse. Alors après, je vais faire quelque chose autour, je vais construire. Mais c'est un peu comme la mode de terre du sculpteur, comme je disais tout à l'heure, c'est brut, c'est de la matière, c'est le temps. Pour moi, c'est ce que je disais, c'est de la matière. Et puis c'est travailler autour, c'est revenir dessus, c'est aimer faire ça, parce que si on n'aime pas, ben on ne le fait pas. Je m'ennuie jamais parce que je suis toujours en train de me dire tiens, ça c'est bien, on pourrait faire ça avec. Donc c'est un regard sur les choses, et la poésie c'est essentiellement ça, c'est voir différemment, je crois, que ce que la rétine nous permet de comprendre, et le cerveau, c'est du sens, c'est toutes ces choses-là. Alors, tu l'as fait exprès là, quand même. Quoi? Ah oui, tu m'as permis de te poser ma question. La question est la suivante. Tout lecteur réécrit le texte qu'il lit. On est bien d'accord? Oui. Bon. Par exemple, quand j'ai lu ton livre, j'ai trouvé des significations et je me suis dit, mais est-ce que Anne, elle y a pensé? C'est la grande question. Est-ce que l'écrivain a pensé exactement à ce qu'il allait transmettre comme signification à son lecteur? C'est vraiment la grande question. C'est une question qu'on pose aux lycéens, quoi, pour le bac. Alors, Anne, tu sais, je t'en ai parlé. Il y a d'abord quelque chose que j'ai lu. Donc, tu parles de Paul Auster. Hein, voilà, tu parles de Paul Auster et d'un roman qui s'appelle Le voyage d'Anna Bloom. Après, je dis oui, mais Anna Bloom, mais Anna Bloom, ça veut dire quoi? Et ça veut dire Anna Fleur. En allemand. Ah oui, Bloom, c'est en allemand Bloom, hein, c'est la fleur. En plus, c'est l'éclosion de la fleur. Et tu t'appelles? Et tu t'appelles Anne Fleury. Bon sang, mais c'est bien sûr. Alors, est-ce que tu l'avais vu ça? Est-ce que tu as vu ça, par exemple? Est-ce que tu vas me dire ce que tu as vu toi en tant que ta propre lectrice? C'est là où tu redécouvres des choses que tu n'y avais pas mises forcément au moment où tu lui rédigeais ce texte. Il y a aussi autre chose que je t'ai dit. Tiens, regarde, je vais lire le 13e tableau. Je vais vous lire une petite partie du 13e tableau. Enfin, je vois le 13e tableau. Ah! Quel âge il a, Philippe, au 13e tableau? 13 ans. 13 ans. Tu as fait exprès ou quoi? Elle m'a dit, mais non, je ne savais pas, je ne me suis même pas rendu compte. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire une petite surprise de lecteur de toi-même que tu as trouvée? Tu sais très bien que quand on écrit, c'est un peu comme... C'est un enfantement, en fait. Et quand on a des enfants,
ils nous étonnent toujours. Ils font jamais ce qu'on croyait qu'ils allaient faire. Ils font toujours autre chose. C'est une découverte. Et en fait, ce livre, c'est comme un enfant. Il m'étonne aujourd'hui parce que j'ai parlé du voyage d'Anna Bloom parce que c'est un type de livre qui m'est venu tout de suite. Mais j'avais lu la trilogie new-yorkaise, j'avais lu pas mal de choses de Paul Auster, mais celui-là, je ne l'avais pas lu. Et je l'ai mis parce que je me suis dit, tiens, le titre est sympa, on va rajouter ça. Donc je l'ai rajouté tout à fait par hasard. Et en fait, en plus de ça, le voyage d'Anna Bloom, en dehors du fait que Bloom, ça veut dire fleur, et que je m'appelle Anne Fleury, mais que je n'avais pas repéré parce que je n'ai pas fait d'allemand, il s'agit dans l'histoire, pour ceux qui l'ont lu, c'est l'histoire d'une fille qui part à la recherche de son frère quand même. Et ça, je ne le savais pas. J'ai lu vraiment le livre jusqu'au bout il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais apparemment, on a écrit à peu près la même histoire. Enfin, pas vraiment, mais quelque part, oui. Et puis tu m'as fait remarquer aussi autre chose que je ne vais pas réaliser, c'est que pour faire un enfant, il faut 9 mois. Et ce livre démarre en début juin 2005. 2004, et il se termine fin février 2005, c'est-à-dire 9 mois. Mais c'est le hasard, c'est tout. Dans ton livre, le rire est très important. Hein, donc on va entamer cette question. Ah, tu sais, je crois qu'il faut que tu lises le passage d'abord. Oui, hein, voilà, c'est ça. Et après, moi, je donnerai ma lecture. Je vous rassure, c'est un tout petit passage. Soudain, la peur. Elle part en courant comme les enfants. La petite nièce fuit devant le noir. Plus loin, sous l'église, une ombre passe. Elle arrive à ce point de rencontre entre la vision de toute chose et l'impression qui en remonte. Et comme les enfants après un chagrin, elle se remet à rire. Voilà. Il y a beaucoup de passages où tu parles, il y a beaucoup de passages où justement c'est très intense et tout d'un coup ça finit par le rire. Tu m'as fait remarquer que c'était très important et tu vas nous expliquer pourquoi. Enfin, non, pas nous expliquer, nous dire pourquoi. Ce qui est formidable quand on écrit un livre, c'est qu'il vous échappe, mais complètement. On apprend plein de trucs. Oui, alors, en particulier ce passage, moi, m'a tout de suite fait penser, j'ai des formations professionnelles, des formations professionnelles du mythologue, par exemple. Bon, qu'est-ce que j'ai vu, moi? J'ai vu Déméter, qui est endeuillé de la perte de sa fille, qui ne peut pas remonter des enfers. Donc c'est l'hiver, il fait froid, puis tout est désert en fait, il n'y a plus du tout de végétation. Et à un moment donné, il se passe quelque chose, elle voit quelque chose, je ne dirais pas quoi parce que ce serait trop compliqué, elle voit quelque chose et elle se met à rire. Alors il y a la part sombre d'elle-même qui s'ouvre et elle rit. Et c'est la venue du printemps et à nouveau la végétation qui renaît. Voilà, donc il y a une renaissance dans ce rire. Je crois que tu étais d'accord, on avait discuté tout à l'heure pour considérer que ton rire dans ce texte, c'était à peu près ça. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui, de toute façon... T'es d'accord? Je suis d'accord. Quand on écrit ou quand on peint, il y a cette dimension-là, c'est sûr, de la Renaissance. Et justement, le titre, La Descendance, c'est beaucoup pour essayer de signifier ça, une renaissance, par de vie de nous-mêmes qui nous permet de grandir. Et puis le rire, pour moi, c'est aussi quelque chose de très très simple. C'est le soleil au travers des nuages, c'est la lumière,
On est au lit, on veut dormir, il est 10h du matin, et puis on avait pourtant bien fermé les volets, et puis il y a un petit trou dans le volet, et la lumière qui vous tombe dessus, et vous vous réveillez. Pour moi, c'est ça, le rire. C'est une lumière. Tu ris beaucoup dans la vie? Oui, je ris. Oui. Mais même quand il ne faut pas. Même quand il ne faut pas. Mais j'aime beaucoup les histoires drôles, mais je ne les retiens pas, donc c'est le problème. Avant de vous poser des questions, je vais demander à Stine de lire un passage. Donc c'est le 13e tableau, on en a parlé tout à l'heure. Oui. 1970, août, Hossegor. Cette année-là, il allait avoir 13 ans. C'est jeune, 13 ans, pour aller dans les vagues. Heureusement, il n'est pas tout seul. Il est avec Gérard, plus grand, plus expérimenté, plus vieux, peut-être 8 ans de plus. Philippe a toujours eu des copains plus âgés, des copains de la grande cour. Vrai, c'est vraiment vrai, il le dit. Ses potes sont majeurs et l'emmènent partout. Mais elle, la petite cousine, elle reste seule. Seule sur la plage à les observer et à vouloir les suivre. Ses 12 ans l'étouffent. Sa vie est bien plus grande à l'intérieur. Il pose ses yeux sur elle et la regarde tendrement. Il n'aime pas la voir triste. À cet instant, rien ne les sépare. Ils se comprennent. Alors il lui sourit car il sait qu'elle l'attendra malgré son désir, malgré l'eau devant leurs pieds, malgré l'aspiration qui les inspire. Lui seul partira. Le monde n'a rien à voir avec cette histoire, mais elle retourne au monde. Elle a 12 ans et elle jouera en l'attendant. Sur le sable, ils sont tous là. Les petits cousins et les copains, toute la troupe avec Roger. Ils répètent une pièce de théâtre. C'est assez surréaliste de les voir, enfants, prendre des allures de grands et déclamer des textes en maillot de bain sur une plage. Oh, lui, il s'en fout bien du texte et des fausses allures prises pour faire croire à quelque chose de vrai. Il ne veut rien faire croire. Il veut vivre vraiment, pour de vrai, encore. Il vit vraiment en haut de la première vague avec Gérard, loin devant, qui lui crie des conseils. Et eux, les pieds hissés sur la pointe des orteils, ils essaient de grandir en donnant vie à Jujube, Klunke et la tante Théphale, celle qui a des poils qui n'attachent pas. À ces mots, tout le monde rigole bien fort et pendant longtemps, sans pouvoir aller plus loin dans la pièce écrite par Roger, et qu'ils joueront le 15 août dans la bergerie de l'Adj. Le futur président animera la soirée et personne n'en dira rien. Il est 20h. La répétition est terminée et Philippe a fini de surfer. Maintenant, il a froid, son corps est gris et bleu, il se sèche avec une serviette puisée dans le tas. Il n'a jamais rien sur lui. Il ne s'embarrasse pas de ce qu'il estime dérisoire, gardant une affection certaine pour les affaires des autres et allant librement les mains vides et ouvertes. Beaucoup de ses nerfs, de cette manie, de son indolente légèreté et de cet aplomb négligent qui déséquilibre, désorganise et désoriente tout. Mais à la vérité, chacun se ment et se retrouve engoncé dans la paralysie de celui qui accumule pour mieux posséder l'autre. Philippe voudrait fuir ce danger, celui du laisser pour compte, pris au piège, enfermé, oublié. Il ne le fera jamais. Elle le regarde s'allonger dans le sable blond. Il a une grande élégance dans chacun de ses gestes. Le plus anodin accompagne l'action d'une belle révérence. Tout son corps est un hommage à la grâce. Les autres enfants l'observent en riant. Il y a là Nathalie, Sophie, Séverine et Stanislas, et le plus grand, Gilbert, qui n'est plus un enfant.
La joie circule autour de Philippe. Plus loin, périphérique et circulaire. On le voit rire, mais en même temps, quelque chose le met en retrait de ce rire, car il est ailleurs, loin des regards posés sur lui. Il se couche dans le sable, le maillot mouillé, la jambe droite allongée, légèrement inclinée, et l'autre fléchie en appui pour bien caler son corps fatigué. Son bras gauche est accoudé dans les grains piquants avec la main qui soutient la tête, l'autre main tient une cigarette. Il se met à parler entre deux bouffées, avalées en rentrant la langue, la bouche légèrement ouverte sur un trou arrondi, recrachant la fumée. Elle lui envoie des ronds appliqués en souriant. Elle ne sait pas fumer. Il ne veut pas lui apprendre. Il dit que ça fait mal et elle prend peur pour lui. Il lui dit encore qu'il fume bien pire et elle plonge dans la panique. Il finit par dire, dans un rire joyeux, qu'il mourra avant 30 ans. Il ne veut pas vieillir. Il se fait sermonner par quelqu'un qui lui rappelle que la vie n'est pas un jeu. Il dit qu'il ne joue pas, même s'il paraît beaucoup s'amuser. Elle le croit. Quelqu'un d'autre, peut-être Roger, lui demande d'éteindre sa cigarette et lui rappelle qu'il doit donner l'exemple car il est le plus grand des enfants. Il dit qu'il n'est plus un enfant. Il dit qu'il n'a jamais été un enfant. Et elle le croit aussi. Tout le monde est heureux sur le sable qui prend l'eau à la rosée tombante. Il est 21h et Roger propose une assiette anglaise avec des frites qu'ils mangeront tous chez Henri au tuyau-poêle. La joie est perceptible. Le bonheur est une image posée sur un comptoir de zinc. Les enfants mangent des crêpes et se lèchent silencieusement les doigts, les yeux clos, presque endormis. Il sera minuit, bientôt. Voilà, et c'est pour cela que Gilbert est là, c'est son ami. Et j'espère que tu as aimé ce passage, Gilbert. Ah, vous parlez d'un livre et vous n'êtes pas obligé Mais si, parce que toi tu l'as connu. d'entendre la narration d'une vie qui n'est pas un livre, qui pourrait être un roman, certes, mais pas forcément un livre. C'est l'artiste aujourd'hui qui est derrière ce micro. Moi, je ne suis qu'un témoin, je suis un acteur de la vie qu'a partagée Anne avec son cousin Philippe. J'ai connu Philippe, il avait 10 ans, il est décédé à 25 ans. Et comme il a été dit dans la lecture du tableau 13, Philippe ne vivait qu'avec les grands. Et je faisais partie de ces grands pour lui. C'était donc un petit frère, si vous voulez. Non pas que je l'ai choisi, mais lui nous avait choisi. Et donc on a tout partagé, y compris évidemment son destin. Donc je ne suis pas le premier à avoir été informé de son décès. Mais comme je le disais, peut-être un des derniers de ceux qui ont été informés qu'on aurait pu l'éviter. Ah oui, c'est ça. Voilà. Il y a eu quelques SOS qui n'ont pas été traduits à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être traduits. Voilà. Et quelques jours après, on apprenait qu'il avait disparu. C'était bien le mot, d'ailleurs, disparu. Il a été retrouvé, bien sûr. Mais voilà, il s'est évaporé. En laissant une telle trace de sa présence que c'est pas réalisable. La lecture du livre vous rappelle tout ça. Le tableau décrit, c'est exactement c'est Roger Hanin. Oui, ça j'ai compris après. Vous l'avez peut-être. Voilà. Ça se passait à Lach, donc c'est dans les Landes.
écoute, on ne dit pas. Les Landais du coin, ils prononcent Latje. Bon, donc comment l'écrire, puisque ce n'est que du patois oral. Donc, par l'oreille, elle croit que c'est Latch. Donc, certains disent Latché, mais c'est pas obligé. Et le patois, le T peut se prononcer, il est mouillé d'abord, c'est T, et il peut se prononcer même que. Donc, vous voyez, moi je dis Latch. Mais tout le monde peut dire comme il veut. Voilà, donc Philippe, il a été l'acteur de nos vies. C'est pas le centre du sujet d'un livre, c'est un acteur de nos vies. Et quand j'ai lu ce livre, je ne peux pas me mettre à la place d'Anne, puisque la mienne y était. Donc je ne peux pas traduire ce qu'elle a dit. Je ressens ce que j'ai ressenti, quoi. Donc voilà, j'ai dit, moi j'aurais jamais pu écrire un livre comme cela. Il est formidable parce que pour tout ce que vous avez dit sur... je suis beaucoup plus classique dans mes lectures. Pour moi, la musique des mots, elle est beaucoup plus ordonnée. C'est du classique, quoi. Les phrases, les mots ont un ordre. Là, on est bousculé, parce que c'est une écriture qui n'est pas celle qui est la plus linéaire et la plus cartésienne, quoi, pour le lecteur classique que je suis. Mais la force des mots, la musique des mots, et surtout des émotions, des sentiments, des couleurs, des odeurs, de l'ambiance, et puis de cette présence de Philippe, je l'ai ressenti à la lecture comme quelqu'un devait le ressentir en étant lui-même dans ce jeu. Donc je ne sais pas si je peux en parler tel que vous l'auriez ressenti, ou même Cannes, même si nous avons, Anne et moi, on partage la vie de Philippe. Toi un peu plus que moi quand même. Enfin, Anne, elle avait peut-être justement 5 ans quand je l'ai connue, Philippe 6. Et la famille Fleury, Sainte-Foy-la-Grande, la famille Poplimont, Mussidan, Nanou, Cascabel à Hossegor, la Landaise à Paris, tout ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On avait 20 ans. Donc le livre, on le lit, comme quand on lit sa propre histoire. Celle-ci est triste, mais avec le bonheur d'avoir rencontré un gamin qui était lumineux, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Il était lumineux. Je ne sais pas ce qu'il serait devenu ou ce qu'il aurait pu être toute sa vie sur ce rythme de luminosité. Il a disparu à 25 ans, on ne le saura jamais, mais justement, ça laisse toutes les traces à la fois de l'exceptionnel et du gâchis, quoi. Et voilà, c'est comme ça que moi je le ressens à la lecture. Merci Hubert. Merci beaucoup. Merci Gilbert. beaucoup. Mais Anne dit à un moment, enfin tu as lu un passage, qu'il a dit qu'il ne vieillirait pas. Oui. Quand il était jeune, Il hein, le il disait tout le disait, temps. hein, donc voilà. Oui. Il n'a pas choisi non plus. Non, Il ne voulait pas mourir. Non. non. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et merci Anne. Et